E-Radio 90.3. La justice et son fonctionnement en question, avec l'initiative du président Diomaye sur la problématique, la baisse annoncée du coût de la vie, sur quel levier, la nouvelle stratégie diplomatique du Sénégal, quelle lecture en faire pour parler de toutes ces questions. L'Air du temps reçoit ce dimanche 26 mai 2024 Dr Cheikh Gueye, chercheur à l'IPAR, secrétaire général du réseau sénégalais des think tanks, secrétaire permanent de la RASA, et Dame Babou, journaliste sénégalais à New York. L'Air du temps de 10h à 11h sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 26 mai 2024, bienvenue à l'Air du temps, qui reçoit aujourd'hui Dr Cheikh Gueye, chercheur à l'IPAR, secrétaire général du réseau sénégalais des think tanks, secrétaire permanent du RASA, réseau rapport alternatif sur l'Afrique, et Dame Babou, journaliste sénégalais à New York. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Mardi prochain, le 28, le président Diomaye Faye préside au niveau du CICAD une rencontre sur la réforme de la justice. Il s'agit d'écouter les Sénégalais pour qu'ils donnent leur avis comment doit marcher la justice. Quels sont leurs avis sur la justice au Sénégal telle qu'elle est prodiguée, telle qu'elle est donnée. Cette initiative rencontre l'assentiment de beaucoup de Sénégalais qui estiment qu'aujourd'hui, on doit revoir comment la justice marche. Et pourtant, il y a eu des initiatives sur la réforme de la justice depuis Amadou Matarmbo avec son fameux CNRI. Cheikh Gueye, pourquoi aujourd'hui a-t-on besoin de revenir sur cette question? Bonjour Alassane, je te remercie de l'invitation. Je salue monsieur Babou, que nous connaissons depuis longtemps, que nous suivons depuis tout jeune et avec lequel nous nous honorons de participer, de partager ce plateau. Merci. Nous avons beaucoup de connaissances communes, on vient d'en parler, donc j'en profite pour les saluer tous. Je fais aussi un coucou aux vétérans de Grand Yoff, oui, qui m'ont laissé partir ce matin, et je salue tous les auditeurs. Je pense que on ne peut pas penser à un hasard quand le président Bassirou Diomaye Faye, nouvellement élu, a pensé convoquer si rapidement un dialogue et en le faisant sur la justice, en choisissant la question de la justice. Depuis une dizaine d'années, une des choses les plus marquantes qu'on peut observer au Sénégal, c'est les affaires judiciaires, notamment les affaires politico-judiciaires. Elles ont généré beaucoup de tensions, beaucoup de conciliabules. Les plumes ont parlé, la parole également a suivi. Et je pense que le fait de choisir la justice comme le premier point d'entrée d'une logique de dialogue qui devient une chose normée désormais au Sénégal. Ça aussi c'est à souligner, le fait d'avoir choisi, après son élection, Macky Sall l'avait fait, d'appeler au dialogue. Ça devient une norme, c'est une bonne norme, je trouve, parce que souvent les élections au Sénégal se passent dans une certaine tension et génèrent une certaine conflictualité, et c'est bien que c'est bien en tout cas que suit une sorte de logique de réconciliation à travers ce dialogue. Maintenant, je pense que le fait de choisir la justice est lié évidemment aux affaires qui sont passées depuis une dizaine d'années, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'affaire Karim Wade, la justice avait été vraiment interpellée. Tout le monde avait saisi l'occasion pour dénoncer la CREI, et évidemment son jugement, sa condamnation, le fait qu'il soit déporté, tout ça sont des éléments qui ont été très marquants de la dernière décennie. L'affaire Khalifa Sall également, qui a disons fait l'actualité pendant également de nombreuses années, mais encore plus grave, depuis 2021, le pays a été agité dans tous les sens par les affaires politico-judiciaires, notamment tout ce qui a concerné
Ousmane Sonko, donc l'affaire Adji Sarr et toutes les autres affaires qui ont suivi. Donc, il était important de commencer par la justice. Parce que la justice est également, non seulement elle est en crise, mais c'est un élément fondamental de notre nation, de son fonctionnement, de notre démocratie, si nous en avons une. Donc c'est aussi l'occasion, peut-être dans le cadre de ce dialogue, de l'interroger, d'interroger aussi notre démocratie globalement, notre état de droit, de questionner la Constitution. Pour moi, il est très important qu'on ne s'arrête pas à une réforme ou une réformette de la justice. Ouais. Pour moi, il faut refonder la justice. Et pour refonder la justice, il faut refonder notre Constitution. Je le dis depuis plusieurs mois, je pense que nous avons besoin même d'une nouvelle constituante, avec tout un dialogue sur la Constitution que ce pays devait discuter depuis l'indépendance, au lieu de rester dans un certain mimétisme. Nous avons également besoin de décoloniser notre justice. Même sur ces atours, moi je suis encore étonné quand je vais au tribunal de voir l'habit noir, les toges qui sont si lourdes, même en période de chaleur dans des salles mal climatisées, je vois que les gens souffrent. Tout ça c'est le résultat d'un mimétisme. Mais je pense que là où on doit surtout insister, c'est sur le contenu et les acteurs qui vont être autour de ce dialogue. Pour moi, il faut absolument repartir de la Constitution. Il faut refaire une nouvelle Constitution et dans laquelle on devra interroger la justice, le rôle qu'il doit jouer. J'ai également envie, vraiment cette fois-ci, qu'on revienne à une justice qui fasse sens pour toutes les composantes de la nation. Parce que, effectivement, quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi et que 70% des Sénégalais ne parlent pas français, ne savent pas la lire, et que tous les gens qui sont musulmans, qu'ils veulent être jugés en tant que musulmans, ils devraient pouvoir avoir le choix comme durant la colonisation. Ce sont des éléments qui me paraissent très importants si on veut parler d'une réelle refondation et non pas d'une réformette qui permet juste de changer 2 ou 3 choses et améliorer le système. Dambabou, comment on fait la refondation de la justice? Moi, d'abord, je vais au point pratique en premier. La justice, elle est appliquée par des humains. Et parmi ces humains, le magistrat occupe une position centrale. Et le magistrat, il est comme toi et moi et les autres. Son boulot signifie quelque chose d'abord pour lui et pour sa famille, pour ses enfants et tout. Et tant que le développement de ce boulot, pour ne pas dire cette carrière, dépend de la signature de quelqu'un, on peut avoir tous les textes que nous voulons. Nous n'aurons pas une justice indépendante. Tant que le magistrat saura qu'il sert à Dakar ou bien il sert à Tambacounda, il organise sa vie, ses enfants vont à l'école, sa femme, si elle travaille à son boulot dans la ville, et il sait que quand il y a un dossier et la hiérarchie veut qu'il aille dans une direction quelconque, et que s'il dit non, probablement il ne va pas finir l'année à son poste. Même si, comme Dr Gueye a dit, on a fait du mimétisme. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas avocat, mais quand même j'écoute les gens parler. Même si on a fait du mimétisme pour dire que le magistrat est inamovible, on ne peut pas le déplacer sans son accord, etc., etc. En même temps, comme du temps de Senghor, il y a toujours un terme antinomique. Par nécessité de service, vous êtes procureur à Dakar, on ne peut pas vous déplacer sans votre accord, mais par nécessité de service, vous allez combler à Tambacounda. Vous êtes pour qu'on coupe le cordon ombilical. Exactement. Entre la justice et l'exécutif. Surtout que, de toute façon, le pouvoir politique essaiera toujours, comme dans tous les pays au monde,
de faire pression. Le pouvoir maraboutique essaiera toujours de faire pression. Le pouvoir de l'argent essaiera toujours de faire pression. Mais le problème, c'est que le magistrat soit protégé de telle manière que, une fois qu'il est nommé, moi je ne dis pas que le pouvoir politique ne doit pas avoir son mot à dire sur les nominations des magistrats, sur comment on organise l'administration de la justice, mais une fois que le magistrat est nommé, qu'on ne puisse absolument pas faire pression sur lui. Maintenant, s'il y a quelques magistrats qui ne sont pas honnêtes, ça on n'y peut rien, c'est dans tous les domaines. Mais la première chose de couper, c'est de couper. Ce débat-là, si ça démarre par cet aspect, je pense que on peut avoir de l'espoir que ça va faire quelque chose. Parce que le problème, nous tous en général qui parlons au niveau des médias, qui écrivons des articles et tout, on ne pense que ce qui se passe sur le terrain politique. Mais demandez aux businessmen qui ont des dossiers qui traînent pendant 10 ans, au tribunal civil et qui doivent payer des agios bancaires parce qu'ils sont en conflit, si leur business est bloqué, parce que parfois il y a quelqu'un qui est intervenu, etc. Donc ce sont là les questions qui me semblent importantes pour moi, au lieu de nous focaliser sur la politique et faire un récit de ce qui s'est déjà passé. Parce que autant sur le plan politique, si mes souvenirs sont bons, les magistrats, contrairement à ce qu'on pense, on retient peut-être les dossiers les plus chauds, les plus politiques, mais ils ont souvent été du côté du peuple, et pour ne pas dire du côté de l'opposition. Après le président Mamadou Dia, combien de fois le pouvoir politique a pensé qu'on avait encerclé Abdoulaye Wade, l'opposant? Et c'est toujours des magistrats qui disent non, repassez. Vous vous souvenez? L'affaire Medsey, tout le monde pensait que le PDS et Abdoulaye Wade, l'opposant, ça en était fini. Ce sont les magistrats. Même un dossier pas très connu, c'est le dossier Cheikh Anta Diop. Les gens ne se rendent pas compte qu'Abdou Diouf avait assigné Cheikh Anta Diop pour faire fonctionner un parti, une association judiciaire, pour une simple déclaration sur les semences du RND. Et c'est un magistrat Koukoundiaï qui a dit non. Parce que la Cour suprême avait dit que la non-reconnaissance du RND était incontestablement illégale. Donc il n'y a plus de base légale pour poursuivre quelqu'un. Il s'est passé en 88, vous vous souvenez, des centaines et des centaines de jeunes qui avaient manifesté, surtout à Thiès. Ce sont des magistrats qui ont dit non, 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 il faut les laisser rentrer chez eux. Donc je pense que le cordon ombilical, tant que quelqu'un, que ce soit moi, que ce soit toi, que quelqu'un a une signature dans un bureau quelconque qui peut modifier radicalement la vie de ta famille, la progression de ta carrière, etc., etc., il y aura toujours, vous allez vous en souvenir, nous sommes des humains. C'est ça qu'il faut régler d'abord. Est-ce que la question de fond, c'est pas les juges eux-mêmes, l'indépendance qu'ils doivent exercer dans les juridictions qu'ils contrôlent? Oui, je pense que, comme on a l'habitude de le dire, nous avons souvent des très bons textes, mais ces textes sont incarnés par des personnes, par des humains, effectivement, qui ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs défauts, qui subissent aussi effectivement des pressions, qui ont des valeurs morales inégales, mais c'est de ça que dépend fondamentalement la qualité de la justice. Comme Dame l'a dit, cette réforme, ou en tout cas cette refondation, devrait aider à sortir, en tout cas à libérer beaucoup plus les magistrats, à leur donner les moyens de cette liberté et à effectivement couper ce lien qui, depuis très très longtemps, est l'un des fondements de l'hégémonie du politique sur le judiciaire. Mais la justice n'a pas que ce problème-là. La justice a de nombreux problèmes. Certains ont été abordés ces dernières années, par exemple sur la question des infrastructures. Une meilleure organisation de la justice dépend effectivement du confort des magistrats, de leur
de leur confort financier aussi. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années. Les conditions de travail. Les conditions de travail, tout ça. Mais je pense que si on a connu cette décennie de tension, c'est parce qu'effectivement, ce problème fondamental-là qu'il souligne a généré beaucoup de problèmes et des conséquences parfois graves, dramatiques, qui ont failli déstabiliser de manière durable notre pays. Et souvent, même quand on n'est pas juriste, de manière évidente, flagrante, on voit que ça ne fonctionne pas bien parce que les juges qui sont les plus libres sont éloignés, les juges les plus dépendants sont plutôt rapprochés et on leur fait jouer un rôle. Donc ça c'est l'un des marqueurs de la crise. Mais si on se situe du point de vue du citoyen, du point de vue du justiciable et du point de vue de personnes qui ont eu maille avec la justice ou bien de personnes qui ont besoin qu'on leur fasse justice, c'est là qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de problèmes. Avec les détentions préventives, voilà, qui deviennent pratiquement durables. Avec des gens qui ont posé le dossier, qui n'arrivent pas à les avoir. Voilà. À la limite, qui sont bloqués quelque part. Tout à fait. Je suis moi-même dans ce cas-là actuellement. Donc, il y a pas assez de juges, il n'y a pas assez d'avocats, il n'y a pas assez de personnel d'appui. Les conditions de travail de ces personnes. Et même avec cette réforme-là qu'on annonce, il y a les greffières qui sont sorties. Une greffière a fait un papier en disant au président Diomaye, attention, ne pensez pas seulement qu'aux juges. C'est tout un ensemble. Il y a aussi les greffiers, les greffières qui sont là, qui ont des problèmes. Tout un système, tout un ensemble d'acteurs qui ont besoin également d'être interrogés, etc. Mais moi, je voudrais surtout mettre l'accent sur la vision. Parce que je considère que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un problème de vision de la justice. Peut-être que nous... Vous pensez que celle qui est rendue aujourd'hui à partir de certains textes ne sont pas adaptés à notre culture, à nos réalités sociales, à nos cultes, à nos façons de voir. À nos façons de voir. Pour moi, il faut aller au-delà. Que je parle plus de refondation, parce que je considère que ça soit sur le code de la famille, que ça soit sur les questions sociales en général, que ça soit sur les questions religieuses, on a besoin de réemboîter en tout cas notre justice à notre culture. Et pour moi, c'est surtout sur ça qu'on devrait d'abord, au préalable, discuter. Est-ce qu'il faut repartir avec le même système et l'améliorer, ou bien est-ce qu'il faut refonder le système? Pour moi, refonder le système permettrait, c'est cette refondation qui permettrait une vraie rupture par rapport au système précédent. Ne l'oublions pas, la prison, c'est quelque chose que nos sociétés ne connaissaient pas. Et c'est arrivé avec la colonisation. Il y a beaucoup de choses sur ces questions sociales, culturelles, qu'on devrait également exhumer pour en faire des éléments de réflexion par rapport à cette demande de refondation de la justice. Dans Babou, est-ce qu'il faut aller jusqu'au, comme on fait aux États-Unis, à élire peut-être des procureurs qui soient beaucoup plus indépendants par rapport à la justice en tant que telle? Vous le disiez tantôt, la justice dépend aussi de ceux qui jugent, la personnalité de ceux qui sont là. On a connu au Sénégal des juges avec une très grande personnalité qui ont refusé de marcher avec le pouvoir, qui voulaient les faire marcher. Il y a d'autres aussi. Parce que quand on regarde aujourd'hui la dernière sortie des ministres de la Justice en disant nous allons confier les dossiers, les audits à des juges indépendants. S'il le dit, c'est parce que quelque part il y a un malaise dans la justice. Moi, quand on dit toujours indépendant, je pense que sur le plan structurel, ça doit être une réalité. Mais dans les faits. Mais dans les faits. Et comme Dr Gueye vient de dire, c'est aussi l'origine de nos textes de loi. L'origine de nos textes de loi qui ne sont pas sortis de nos tripes, si tu m'expliques, si tu me permets l'expression. Mais avant de développer sur ça, je voulais dire un mot supplémentaire sur le rapport entre le juge et le pouvoir politique. Regardez le dernier épisode, le décret de Macky Sall, le décret de Diomaye.
Cela veut dire que si on avait dit que si un juge au niveau supérieur, comme par exemple aux États-Unis, je ne connais pas un autre pays, une fois nommé, personne ne peut vous... Une fois nommé et accepté par le Parlement, c'est fini. Il n'y a aucun président qui peut vous déplacer. Vous voyez bien un décret qui fait moins de 2 semaines et un autre président a le pouvoir d'enlever, etc. Et vous verrez toujours un juriste qui vous expliquera que on confond l'élégance républicaine et le droit, la loi et les sentiments, etc. Cela veut dire que on doit peut-être aller vers le pouvoir politique à son pouvoir. Mais ça se limite à ça et pas plus. Mais comme Dr Gueye le disait tout à l'heure, si nos textes étaient sortis de nous, on n'aurait certainement pas beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui. Et je vous donne un exemple. C'est le seul que peut-être que je connaisse. La loi la plus stable au Sénégal, c'est le code de la famille. Vous savez pourquoi? Senghor a pris le temps de discuter avec le Sénégal, mobiliser les marabouts, Abdoulaye Cissé, Serigne Cheikh Mbacké, mobiliser l'église. C'est l'une des rares lois où aujourd'hui, vous voulez vous marier à la mosquée, c'est aussi légal que si c'était à l'église ou à la mairie. Vous voulez faire votre héritage par, comment on appelle testament. Ça? Par testament. C'est aussi légal que si vous laissez l'imam après votre mort. Si vous voulez vous marier sur la base de la religion musulmane, sur la base de la religion catholique, c'est accepté par la loi. Cela veut dire que c'est sorti de chez nous. On l'a négocié. Parce que l'occupation d'un territoire, ça se négocie. Mais nous, on fait simplement copier-coller le code civil sénégalais et le code civil français. C'est à peine des différences de virgule. Alors que nous n'avons absolument rien à voir sur le plan culturel. C'est comme si on nous dit nous vivons dans un pays francophone. Nous ne sommes pas dans un pays francophone. Un pays francophone, les professeurs de lettres de l'université, quand ils parlent français, ils sont plus préoccupés à respecter les syntaxes qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Pour vous dire, donc je pense que peut-être qu'un changement peut être toujours une opportunité, parce que la certitude est l'ennemi du progrès. Aujourd'hui, on a, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une équipe qui n'a jamais gouverné. Oui. Ça peut être une faiblesse, mais ça peut être une chance. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'idée reçue. Le président Senghor a participé au gouvernement français, il a eu l'expérience, etc. Le président Abdoulaye Wade a pris le temps quand même, 26 ans, d'entrer dans le gouvernement, de sortir, de se préparer, d'avoir des idées sur tout. Abdou Diouf et Macky Sall, ils ne connaissent rien d'autre que l'administration, mais c'est une nouvelle équipe qui n'a jamais géré. Ça peut être une opportunité. La liste que j'ai vue là de participants, qui a fait le tour large, jusqu'aux artistes. Absolument. On a les artistes, on a les animateurs, on a les journalistes, on a les magistrats, les greffiers et autres. Je pense qu'ils n'ont qu'à prendre quand même leur courage à 2 mains et recommencer. Tabula rasa. Recommencer, certains citoyens dénoncent aussi des fois qu'ils aient raison sur l'État. L'État refuse d'appliquer la justice pour les citoyens. Et c'est ce même État-là souvent qui parle de justice. Oui, c'est un problème ça. C'est arrivé. Vous gagnez votre procès contre l'État, l'État refuse d'appliquer, de respecter la justice lui-même. Avant Dr Gueye, je confirme l'information. Vous savez qu'aujourd'hui, si tu gagnes contre l'État, vous ne pouvez pas saisir les biens de l'État. Oui. Vous savez que légalement, vous ne pouvez pas. C'est un problème ça. Au civil, vous ne pouvez pas. Donc, non, c'est pour ça que ce n'est pas qu'un problème de justice. C'est aussi un problème d'état de droit. C'est un problème de nature de l'État. C'est un problème d'appropriation de l'État. C'est un problème d'incarnation de l'État. Et pour moi, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on ait juste un dialogue sectoriel sur les magistrats, les lois, les règlements. Il faut un dialogue holistique. Là. Il faut avoir une démarche ou une vision holistique de la réforme ou de la refondation à faire. Et je salue la démarche, comme vous l'avez dit. J'ai assisté à tous les dialogues nationaux que Macky Sall a organisés, sauf peut-être le dernier, parce que ça me paraissait encore plus théâtral que les autres. Mais même en y allant, on voyait que tout était préparé à l'avance
et qu'on connaissait déjà les résultats. Au moins cette fois-ci, on a pris le temps de faire des termes de référence, de programmer plusieurs jours de dialogue avec des commissions, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus sérieux et c'est aussi bien qu'il y ait le respect ou l'institutionnalisation de calendrier républicain sur le dialogue le 28 mai. Ils auraient pu tout jeter à la poubelle. Mais je pense que le fait de s'accorder pour que le 28 mai, on ait toujours un moment de dialogue sur quelque chose qui est fondamental pour la nation, c'est très important. Mais fondamentalement, sur ce point-là, je considère qu'on a l'opportunité, effectivement, avec ce vent de fraîcheur et de ce nouveau régime qui vient d'arriver, qu'on reparte sur des bases nouvelles, qu'on entre dans une nouvelle ère où il y a une véritable évolution dans le changement du rapport entre le citoyen et sa justice, pas la justice, et qu'ils ressentent beaucoup plus de confiance par rapport à celle-ci et que les magistrats et tous les acteurs de la justice soient également dans des conditions idoines pour exercer ce travail-là qui n'est pas un travail ordinaire, parce qu'effectivement ça détermine l'avenir d'un individu, l'avenir de toute la société. La justice, c'est un élément régulateur, on l'a encore vu lors des dernières élections. S'il n'y avait pas eu la justice, le pays serait gravement atteint, et donc c'est pas un acteur comme un autre. Il faut vraiment désormais considérer le secteur de la justice dans son ensemble comme une autorité qui doit travailler à la régulation de notre société, à la régulation de notre nation, à la régulation du rapport entre l'État et la société. C'est comme ça que je le vois. Mais souvent les gens posent la question qu'au Sénégal, on fait des rencontres, on se parle, on fait des résultats, des conclusions, mais qui sont laissés dans les tiroirs, ne sont jamais appliqués. Mais je pense que Dr Gueye a fait allusion à quelque chose qui est très, très intéressant. La plupart des dialogues qui sont organisés, à part les états généraux sur l'éducation à l'arrivée du président Abdou Diouf au début, quand le pouvoir était aux abois face au sud-est, le tout-puissant syndicat, tout était bloqué, etc. C'était devenu un problème politique. À part ce genre de rencontres, vous savez, les assises nationales qui étaient perçues par l'autre camp comme juste une tentative de déstabilisation. Sinon, le reste, c'est comme les congrès. C'est comme les congrès politiques et syndicaux. Avant de venir la veille, on a écrit les résolutions. Les débats qu'on mène dans les commissions et tout ça là. La résolution est déjà écrite. Et celui qui doit la lire a déjà fait la pratique, l'apprentissage pour le lire à la fin du congrès. Donc ce n'est pas sorti de la tête des gens qu'on a convoqués, on les appelle juste pour valider. C'est pas le fruit de la réflexion globale. Du tout, c'est pour valider, c'est des positions politiques qu'on a prises et qu'on veut appliquer, et on veut donner l'impression, on l'enrobe. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, dès le départ, peut-être le mardi, oui. On saura. Le 28, dès l'ouverture, dès le discours du président, et dès la répartition des commissions et autres, on aura déjà un sens de là où on va. Si c'est pour valider des décisions déjà prises, on aura perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour rien. Mais si on dit aujourd'hui, on ouvre vraiment le débat. C'est vraiment un débat. Et on prend des dispositions techniques pour que ce qui sort de ce débat-là puisse être consigné quelque part et traduit en mesures politiques et des décisions législatives pour que ce soit quelque chose que les Sénégalais comprennent. Le docteur vient de parler de l'histoire des prisons. Chez nous, les cachots, ce sont les colons qui nous ont amené ça. Mais il y avait des formes de punition. Quand quelqu'un commettait quelque chose qu'on qualifierait aujourd'hui de délit, on l'amène sous l'arbre à palabre du village. On le juge devant son père, devant son oncle. Si aujourd'hui, par exemple, parlant de détournement de deniers publics, moi j'ai toujours suggéré une idée comme quoi on a des centres de rééducation. Oui. Quand quelqu'un
détourne de l'argent, mais des centres départementaux, il va être envoyé dans le département où il est né, avec les tenues de prisonniers, pour nettoyer le village où il est né. Les travaux d'intérêt public. Exactement. Mais Cette prison elle est plus efficace. De loin. Mais de loin. Tu envoies quelqu'un à Rebeuss, on vous dit qu'il est en voyage. Oui. Il est allé se soigner au Maroc. Il boit son café tranquillement. Voilà. Il a son téléphone. Voilà. Il discute avec tout le pays. Et même parfois, ça a arrivé, je ne sais pas si ça continue, même parfois la nuit. Il va chez lui. Ah oui, il y a des gens qui avaient des baptêmes pendant qu'ils sont en prison. En prison. Donc, c'est ça des lois qui sont adaptées. Imaginez un grand directeur ou un ministre qu'on envoie dans son département. En train de balayer les rues. Balayer les rues, y compris le village où il est né. Vous connaissez? Il va laisser la caisse. Hein? Et qui va prendre de l'argent. Il va prendre. Voilà. Il va pas la prendre. Voilà. Mais justement, l'applicabilité des lois. Souvent, quand on fait des séminaires, on réfléchit et les lois sont dans les tiroirs. Oui, c'est... En tout cas, j'espère que ce ne sera pas pour ce dialogue-ci. Pour moi, c'est moins la question des lois, parce que les lois, tous les jours, on les découvre, il y en a des centaines. Et également leurs articles, etc. C'est très, très difficile, même pour les spécialistes, évidemment. Mais, à mon avis, dans un contexte comme celui-ci, j'espère que ce qui sortira de ce dialogue sera le fondement d'un vrai changement. Je ne pense pas, je suis assez optimiste sur le fait que ce qui va en sortir, ce sont des choses qui vont être appliquées. Parce que souvent, c'est surtout pour des considérations politiciennes qu'on évite ou qu'on refuse d'appliquer certaines réformes fortes qui sont demandées. Eux viennent d'arriver et je pense qu'ils seraient en tout cas bien inspirés d'écouter tous les acteurs et que si tous les acteurs sont d'accord d'appliquer ces règles-là, j'espère que cette fois-ci, c'est ça qui va se passer. Oui, pendant ce temps-là, ils doivent faire front par rapport au coût de la vie. Des choses ont été annoncées par rapport à la baisse du coût de la vie. Les Sénégalais attendent beaucoup. C'est une question bien précise parce que partout, dans les marchés, les gens se plaignent de la hausse de tous les prix pratiquement. C'est que le levier, ils peuvent s'appuyer pour gérer cela. D'abord, je pense que les engagements étaient allés trop loin. Les engagements étaient allés trop loin, même comme engagement de campagne électorale. Je pense que... Et c'était arrivé avec Abdoulaye Wade en 2000, c'était arrivé avec Macky Sall en 2012, et c'est arrivé avec eux. Et ils vont payer un prix fort. Parce que réellement, on a promis des choses qui seront très, très, très difficiles à appliquer. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'ils promettaient n'est pas de leur prérogative. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis originaire de l'université Sandaga si vous voulez. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, va acheter du riz à 50 francs le kilo, mais le président a demandé que vous vendez ça à 45 francs, il ne le fera pas. Mais ils sont en concertation avec le concertation ou pas concertation, la marchandise que vous achetez, il faudra en tirer un profit. Et l'État ne peut pas continuer. C'est comme sur les questions d'emploi. Quand on dit l'État va créer des emplois, ce n'est pas son boulot, il ne peut pas. Il n'en a pas les moyens. C'est comme si on dit on va diminuer les prix. On peut faire des trucs cosmétiques sur les produits phares, sur le riz, sur l'huile, etc. Ce qui va être rattrapé ailleurs. Du temps du président Macky Sall, quand on a fait la diminution des prix de certaines denrées, immédiatement on voit le prix de l'essence, de kérosène, etc. monter. Ça c'est clair parce que l'État n'a pas un arbre où il va cueillir de l'argent pour subventionner des produits. La subvention signifie prendre d'un secteur pour couvrir des problèmes d'un autre. Donc on s'est engagé trop loin, je crois, et ça va rattraper le nouveau pouvoir. Par rapport au coût de la vie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est que le levier, ils peuvent s'appuyer. Bon, d'abord, je pense que l'État a des marges de manœuvre très faibles, effectivement, sur cette question. Et je disais dans une radio de la place il y a quelques semaines qu'il faut qu'ils disent aussi la vérité
aux Sénégalais qu'ils dirigent ce pays avec la vérité. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation géopolitique internationale très défavorable, avec l'augmentation des coûts des transports, de la logistique globalement, avec la guerre en Ukraine, avec même la guerre entre Israël et la Palestine. Et il y a, depuis le Covid, un renchérissement des prix de tous les produits de consommation, le riz, etc. Tous les pays sont en train de construire leur sécurité alimentaire, voire leur souveraineté alimentaire, etc. Donc, sur tous les produits sur lesquels des baisses sont attendues, il y a de très fortes contraintes qui pèsent globalement dans le monde. Et la solution, c'est pas de produire localement, augmenter la production? Pour moi, effectivement, nous n'avons pas besoin d'une baisse conjoncturelle. Nous avons besoin d'une réforme de notre pays qui puisse permettre d'avoir une production locale beaucoup plus importante sur les différents produits, qu'on ait une substitution de la production nationale par rapport aux importations. Et qu'on puisse, dans les années à venir, effectivement cibler ces produits-là et y travailler pour qu'il y ait une baisse durable. Oui, pas chaque année, le Sénégal importe. C'est cette baisse-là qui aura un sens vraiment important et qui changera vraiment la vie des Sénégalais. Le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA par an en produits alimentaires. Effectivement. Et pour moi, c'est trop. Nous sommes encore trop dépendants de l'extérieur. Nous avons une économie qui est restée assez coloniale. Donc avec le riz, les produits que nous importons et qui alimentent la bourgeoisie globalement, mais aussi même tout le petit peuple. Je pense qu'on a vraiment besoin là aussi d'un dialogue plus profond en termes de changement du modèle économique, plutôt qu'en termes de baisse limitée de certains produits. C'est surtout sur ça que nous devons travailler. Si je peux ajouter un peu quelque chose dans le sens de Dr Gueye. D'abord, moi, ça m'étonne toujours quand nos hommes politiques promettent des baisses des prix de produits de consommation. Dans l'histoire, je n'ai pas vu où ça s'est passé. Le combat d'une bonne gouvernance, c'est d'augmenter les revenus du citoyen. De produire davantage. Surtout pour qu'il ait les moyens d'acheter les produits. C'est une autre approche. Vous connaissez un gouvernement qui a eu une politique de, je ne sais pas, subvention, appelez autre chose, pour diminuer le prix des denrées de première nécessité. Le kilo de riz en 1945 ne peut pas coûter la même chose que le kilo de riz d'aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a des changements stratégiques dans le monde. On nous nourrissait avec le riz indien et d'autres. À l'époque, l'Inde était un pays pauvre. Ouais, ça change aujourd'hui. Qui dépendait de l'exportation de son riz. Toute la zone, essentiellement. Aujourd'hui, l'Inde est le pays qui a le plus de membres de la classe moyenne. L'Inde ne dépend plus de son riz pour financer son développement. Elle l'avait utilisé à l'époque. La Chine, la même chose. C'est des pays qui font plus de 1,2 milliard aujourd'hui, qui consomment l'essentiel de leur production, qui nous était envoyé. Prenons le Vietnam, qui est devenu presque un pays développé, moderne et tout, alors que le Vietnam dépendait sur sa production rizière que les colons nous amenaient. Ça n'existe plus. Mais pourquoi on ne peut pas faire comme le Vietnam? Pourquoi on ne peut pas faire comme l'Inde? Mais c'est ça mon propos. Mon propos, c'est de dire, arrêtons de faire des promesses politiques, de dire diminution des prix des denrées de première nécessité. Ça ne peut se faire que de manière ponctuelle pour se donner un peu de bonne conscience. Mais il faut qu'on fasse des réformes profondes de la production de richesses dans notre pays en fonction de nos besoins et en fonction des possibilités et des potentialités de notre pays et de notre sous-région. Sinon, on peut promettre tout ce qu'on veut, on peut diminuer pendant quelques mois, mais le serpent reviendra toujours.
pour le dernier point de notre débat, la nouvelle stratégie diplomatique du nouveau pouvoir. Aujourd'hui, avec la sous-région, on a vu le président Diomaye aller en Guinée-Conakry tout récemment, qui est un pouvoir militaire, où la démocratie pose problème, où la Guinée vient de fermer des radios et qui a réduit pratiquement en silence l'opposition. Je pense que nous sommes dans une situation qu'il faut toujours garder à l'esprit. Ça va être un des marqueurs de ce nouveau régime. Nous avons effectivement un président de la République élu, mais qui avait été désigné comme candidat par le Premier ministre. Donc ça, il faut garder ça à l'esprit. Et toute cette discussion sur, oui, est-ce qu'on n'a pas deux lignes diplomatiques en termes stratégiques, ne me semble pas très importante. Pour moi, je considère que ce duo que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays, parce que c'est ça la réalité, a une stratégie. C'est une diplomatie du voisinage proche, mais également une diplomatie de leadership du nouveau souverainisme, panafricanisme africain. C'est ça qui se reflète dans la dénomination du ministère des Affaires étrangères. Ça dit déjà la vision et ça se reflète dans la démarche, dans les démarches parallèles entre le président de la République et M. Ousmane Sonko. Et je considère que c'est effectivement une vraie rupture sous ce rapport-là, parce que nous avons toujours souhaité que notre diplomatie se tourne beaucoup plus vers nos propres intérêts et notre propre environnement, que tout ce que nous allons faire à gauche et à droite. Notre président voyage beaucoup. Effectivement, il a besoin d'un avion, parce que tout le monde dit qu'il faut vendre l'avion, mais certaines personnes disent ça, mais c'est pour rigoler. Je considère que cette nouvelle démarche diplomatique est une très bonne chose, est une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Ça ne nous sort pas de notre tradition diplomatique globalement, parce que le Sénégal a toujours joué un rôle de leadership dans la région, dans la sous-région, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que quand même ce qu'on a vu depuis 60 ans. Vraiment ancrer toute la stratégie autour de la construction de l'Union africaine, du meilleur fonctionnement de notre vivre ensemble avec nos voisins, et également gérer une situation de crise que nous connaissons aujourd'hui dans la sous-région. Ne l'oublions pas. Tous les pays ne sont pas, ont des histoires très différentes, ont des fonctionnements très différents aujourd'hui. Certains pays sont en guerre et leur vivre ensemble sont menacés, les territoires sont menacés. Si le Sénégal peut jouer un rôle dans ce contexte-là, il n'y a pas un rôle plus important que celui-là. Donc la diplomatie officielle comme la diplomatie officieuse sont très importantes pour continuer à renforcer le statut de leader du Sénégal dans tout ce qui se passe en Afrique, parce que c'est de ça que dépendra notre développement. Pas des petites choses que nous discutons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les petites améliorations qu'on peut avoir. Si on veut devenir un pays ou un continent développé, si on veut unir notre continent, si on veut être demain une puissance mondiale comme continent, c'est cette forme de diplomatie dont nous avons besoin, et le Sénégal a un rôle de leader à jouer. Ouais. Ce rôle-là, aujourd'hui, le président Diomaye Faye a été élu en tant qu'opposant, le premier opposant élu dès le premier tour au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la démarche d'aller quand même chez des putschistes qui ont pris le pouvoir par les armes et qui étouffent l'opposition, qui étouffe la presse? C'est le Mali, c'est la Guinée-Conakry, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso. C'est pas une contradiction dans la démarche. Je pense que dans ce domaine, comme dans d'autres, le duo Faye-Sonko doit faire un choix. Ils veulent être Mamadou Dia et Senghor, qui se croyaient plus que des frères de lait, mais que l'exercice du pouvoir est passé par là.
Et le reste, c'est l'histoire. Ou bien ils font un choix. Mao Tse-tung Xuan Lai. Parce qu'on a entendu les cris d'orfraie de l'opposition guinéenne, et de la presse guinéenne et des autres oppositions dans d'autres pays où des militaires sont parce que c'est quand même une validation importante pour le général, ancien colonel Doumbouya. C'est quand même important. L'un des présidents les mieux élus dans ton voisinage, qui vient vous rendre une visite aussi médiatisée, c'est normal que l'opposition guinéenne, mais attendons qu'on aille au Mali, où on interdit même l'existence de partis politiques maintenant. On interdit aux médias même de parler d'activités politiques. Au Burkina, où on se donne 5 ans de plus. Oui, je veux dire, donc, ils ont, dans ce domaine comme dans d'autres, surtout sur les signaux qu'ils envoient aux Sénégalais, les deux leaders, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, doivent faire le choix entre Mamadou Dia Senghor ou Mao Tse-tung Xuan Lai. Mao Tse-tung s'occupait de la politique et de la mobilisation et des discours, et laisser Xuan Lai gouverner la Chine du point de vue de la structure, du point de vue de la gestion de l'administration, etc. J'espère, pour le bonheur du Sénégal, qu'on arrivera à faire un bon choix. Mais c'est dans ce domaine que je me dis, la diplomatie, elle est très délicate. Déjà, on donne prétexte aux adversaires de soulever déjà des questions de divergence, réelles ou non. Si le Premier ministre Ousmane Sonko promet de faire une visite aux 3 pays, avant cette visite, le président Diomaye Faye en a visité un, et peut-être le plus stratégique, la Guinée, parce que tous les autres pays dont on parle, nous parlons de rapports politiques et tout, le Mali, à part le port, les relations économiques ne sont pas aussi solides entre la Guinée et le Sénégal. La production agricole guinéenne, combien on en a ici dans nos marchés ici, plus d'1 million de Guinéens, on parle même de 2 millions, qui pèsent sur l'économie sénégalaise, qui pèsent sur l'économie guinéenne, etc. Comment on doit gérer tout ça? Mais d'abord, je pense que l'option stratégique, comme Dr Gueye l'a dit, c'est que le pays voisin, c'est la priorité en diplomatie. C'est le pays voisin qui peut vous amener une guerre. Pas un ami qui est à des milliers de kilomètres. Bien sûr. C'est le pays voisin qui peut vous exporter ces terroristes, sa crise, ces populations qui fuient. Demandez au Nigeria et les autres qui reçoivent des gens qui viennent du Niger et autres. Donc c'est la priorité. On me disait à un moment donné que d'ailleurs les diplomates de carrière au Sénégal, avant, ils pensaient qu'un ambassadeur envoyé en Mauritanie, plus important qu'un ambassadeur envoyé à Paris. Washington, oui. Tout à fait. Parce que l'ambassadeur qui est à Washington, c'est l'ambassade américaine ici qui s'occupe des rapports entre le Sénégal et là. Donc c'est important. Je pense que les premières visites, je pense que c'était de bons choix. Je pense, si on continue dans cette direction, mais la cacophonie, si on a, même ne serait-ce que du point de vue de la perception, ça peut envoyer des signaux très mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas la réelle politique dans tout ça? Oui, d'abord, je voudrais qu'on sorte un peu de cette forme d'arrogance sénégalaise, bien sénégalaise, qui consiste à dire c'est nous la démocratie, les autres c'est des putschistes. Parce que pour moi, chaque pays... Parce qu'il y a des oppositions là-bas qui ont en train de critiquer cela. Mais c'est-à-dire que nous n'accepterions pas que des hommes politiques guinéens viennent intervenir dans notre démocratie. Nous n'accepterions pas. Donc, il faut qu'on laisse ces pays-là avec aussi leur souveraineté, le choix de leur peuple. S'il y a des problèmes entre les putschistes et les peuples là-bas, on le verra. Mais est-ce qu'un coup d'État, c'est un choix d'un peuple? S'il y a un seul point où... Est-ce que le coup d'État est un choix d'un peuple? C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, il ne faut pas qu'on aille donner des leçons à gauche et à droite dans les pays qui nous entourent. Nous devons respecter la souveraineté de ces pays, respecter leurs spécificités dans la marche de leur nation et de leur démocratie. Si ce sont des pays en guerre, c'est forcément des choses qui ont un impact très important sur le fonctionnement du jeu politique. Et pour moi, par exemple, quand on prend l'exemple du Mali, il y a eu plus de coups d'État au Mali que de périodes où c'est la démocratie qui a fonctionné. Donc ça dit beaucoup de choses sur la nature
du jeu politique là-bas. Donc chaque pays a sa spécificité, et moi je fais partie des gens qui veulent respecter cette spécificité et non pas arriver à chaque fois avec notre discours, puisque nous ne sommes pas en plus exemplaires en termes de démocratie. Si je peux dire rapidement. Je pense que s'il y a un seul point de divergence depuis qu'on a commencé l'émission, moi et le docteur Guèye, c'est sur ce point-là. Moi, quelqu'un qui a sa case près de la mienne, s'il la brûle, je ne veux pas le laisser faire, même si je dois me battre contre lui. S'il y a des millions de Guinéens qui s'exilent vers le Sénégal, je ne veux pas attendre que ça arrive. Si la Guinée est sur une position qui peut créer une crise pour une migration de millions de gens, si le Mali peut avoir ces djihadistes qui peuvent conduire leur moto pour venir à Kidira et à Tambacounda et autres, ce qui se passe là-bas me concerne. Oui, bien sûr. Ce qui se passe là-bas, je ne veux pas dire le principe de laisser les... Ce ne sont pas des pays seuls. Nous sommes dans un ensemble. Si quelqu'un tombe malade et il y a des problèmes qu'il puisse m'affecter, je ne vais pas dire non, c'est son corps. Je vais le laisser mourir. Il faut se protéger. Je veux me protéger, même contre toi. Dans tous les pays où vraiment la question de la sécurité nationale est prise au sérieux, c'est d'abord ce que cela peut m'amener, la diplomatie en termes de sécurité. Si on laisse le Mali, la Guinée, la Gambie, le Niger et autres, parce que c'est des pays indépendants qui peuvent s'occuper de leur diplomatie sans notre non-leçon, c'est pas aussi simple. Ouais, le temps qui nous a terminé, on a 11 minutes. Merci infiniment, Dr Cheikh Guèye, chercheur à l'IPAR, secrétaire général du réseau sénégalais des think tanks, et secrétaire permanent de RASA. Merci à Dambabou, journaliste sénégalais à New York. À la technique, Amadissi, micro Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous.